19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Enfin Philippe de Villiers est de retour. Bonsoir Philippe. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Bonne année. J'ai failli ne pas revenir. Bah attendez, la dernière émission c'était le 20 décembre. Oui. Ça va, les vacances étaient bonnes? Très bonne et je suis complètement rouillé là. Oui. Alors, d'abord on offre nos vœux. Ah bah oui. Donc nous offrons nos vœux, je fais en votre nom, à tous les téléspectateurs. Ah bah ils sont nombreux. Et puis mes vœux personnels à Geoffroy et à Elliot. Et je me suis dit, bon, l'année dernière j'avais apporté une galette, j'avais apporté des... Oui. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire cette année? En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? J'ai réfléchi et je me suis dit, vous vous souvenez, l'été dernier, vous êtes venu au Puy du Fou avec Ben. Évidemment. Et le Puy du Fou vous a offert des poussins. Et oui. Voilà. Ah, vous avez recommencé. Non, mais en fait, les poussins sont devenus des poules. Oh Donc, les poules. Vos poules. Oui. Vous avez 2 poules au Puy du Fou. Exactement, oui. Qui sont les ambassadrices du Puy du Fou. En Vendée, quand on dit qu'on a des poules, bon. Et les 2 poules ont pondu des œufs. Voilà. Ah oui, mais attendez, là, faut faire attention, là. Ouais. Là. Attendez, regardez. Faut pas s'asseoir dessus. Faut pas les lancer non plus. Oui, voilà. Oh, ben je les garde. Merci, Philippe. Voilà. Ce sont les poules du Puy du Fou qui sont vos poules. Quelle bonne nouvelle. Eh ben, écoutez, merci, Philippe de Villiers. On se sent un peu bête. Vous avez apporté quelque chose pour Philippe, Geoffroy? Non, mais par ailleurs, c'est vos œufs, c'est pas les miens. Ah oui, donc ça va être... Voilà. Chacun s'occupe de ses œufs. C'est ça que Exactement. vous voulez dire, Philippe de Villiers. Moi, j'ai poule au Puy du Fou. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, et ça nous permet d'embrasser chaleureusement et de saluer tous les Puy-Follais. Eh oui. J'avais passé avec Benjamin No, qui est en régie, qui est chef d'orchestre de cette émission, un moment extraordinaire au Puy du Fou. C'était la première fois que j'y allais. Et vous m'aviez toujours dit, faut que tu ailles au Puy du Fou pour me comprendre. Et je vous comprends un peu mieux, Philippe de Villiers. On va commencer avec... dire que les poules, vos poules, elles ont un seul message. Ah, lequel? Non au Mercosur. Philippe de Villiers, on va commencer avec une formidable nouvelle sur CNews. Vous savez que chaque vendredi soir, et c'est le moment de remercier les téléspectateurs de CNews, vous êtes jusqu'à plus d'1 million de téléspectateurs à suivre Face à Philippe de Villiers. Et nous avons découvert les chiffres sur Europe 1, parce que Face à Philippe de Villiers, c'est aussi le samedi matin de 10h à 11h sur Europe 1. 802 000 auditrices et auditeurs, plus 414 000 en un an. Donc c'est le plus grand rendez-vous du samedi sur Europe. Et en plus de cette information, dimanche dernier, on a découvert le classement des personnalités préférées des Français. Je le rappelle aux téléspectateurs, c'est une institution dans le monde des sondages. Depuis 1988, sur le JDD publie les personnalités préférées des Français. Et parmi les personnalités politiques préférées des Français, Philippe de Villiers, vous êtes 3e. Alors je rappelle que vous êtes dans ce classement parce que l'Arcom, en pleine année dernière, vous a demandé à décompter votre temps de parole. Donc merci l'Arcom, mais j'ai pensé évidemment à vous avec ces 2 informations. Dans cette émission, vous prenez de la hauteur, vous avez réponse quasiment à tout. Alors vous qui avez réponse à tout, quand vous voyez ces 2 informations, Philippe de Villiers, vous dites quoi? D'abord, j'ai suivi le chemin de Cincinnatus il y a 13 ans. Cincinnatus était un consul qui était conspueux. Il est parti, il a rejoint sa charrue auprès du Tibre. Et puis là, les gens sont venus le chercher pour vanter ses mérites, alors que c'était un vieillard, et il était derrière sa charrue. Voilà. Il y a une métaphore romaine qui m'a toujours frappé. C'est le consul qui passe du Capitole à la roche tarpéienne. C'est la chute. Et il est rarissime qu'on fasse le chemin inverse de son vivant. En général, c'est quand le mec est mort, on se met à dire du bien de lui. Mais pour répondre à votre question, il y a peut-être une explication. C'est qu'aujourd'hui,
les Français sont dégoûtés de la fermeté verbale. Le théâtre, c'est le verbe. Malheureusement, la politique est devenue un théâtre. On parle, et quand on a parlé, on croit qu'on a agi. Et là, il y a peut-être deux petites différences. C'est que les gens se disent, on cherche la cohérence, d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gars, il a dit il y a 30 ans? Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il avait vu juste il y a 30 ans? Ou est-ce qu'il n'a cessé de se tromper pendant 30 ans? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, il ne suffit pas de parler, il faut agir. Dans toute la société, les beaux parleurs ne durent pas longtemps. Agir, ça veut dire avoir derrière soi des réalisations qui parlent pour vous. Et quand on a un discours et des réalisations, on est plus facilement écouté et même entendu. On peut ajouter aussi une chose, c'est le livre. Le jeune. Que vous avez, je crois, passé la barre des 200 000 exemplaires. 200 000 exemplaires pour un livre, pour une personnalité du coup classée par l'Arcom comme un politique. Et on remercie l'Arcom, on les salue, on leur souhaite une belle année à l'Arcom, bien sûr. C'est du commun parce que... Mémoricide, allez-y Geoffroy Lejeune. Un politique qui dépasse les 2000 exemplaires, il est déjà très content. Et en fait, vous êtes le best-seller politique de l'année. Alors, il y a Bardella aussi a très bien marché, mais c'est inédit. Et je pense que vous allez probablement... Ça va être votre livre le plus vendu de votre vie, alors que vous en avez écrit une 30aine. Oui, ben voilà, mais en fait, il faut prendre tout ça avec une grande humilité parce que la vie est une suite d'épreuves et de succès éphémères. Et donc, il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup de hauteur, mais aussi beaucoup d'humilité et remercier mes lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs, voilà. Et surtout, je peux vous dire que quand je venais ici les premières fois, j'étais impressionné par vous deux. Oh. Mais maintenant, je suis impressionné parce que derrière vous, il y a du monde. Je vois, oui, beaucoup de monde. Oui. Et donc, le moindre plantage, voilà. La moindre faiblesse, je la sens dans vos yeux maintenant. Vous voyez? Oui, je sens que par moment, vous me dites un peu faible là, un peu, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Bon. Surtout qu'en ce début d'année 2025, l'avenir, et là on en vient à des choses bien plus lourdes, l'avenir est de plus en plus incertain pour la France. Et vous m'avez glissé que vous receviez beaucoup de messages de jeunes Français, Philippe de Villiers, qui s'interrogent sur leur avenir et sur l'avenir du pays. Alors, quels sont vos vœux personnels pour que la France renoue dès cette année avec la grandeur et qu'il y ait demain, à nouveau, une espérance française? Elliot, vous avez raison de souligner quelque chose que je vous ai dit à tous les deux, et encore tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio. Je suis inondé, assailli de lettres incroyables. Et de lettres de toutes sortes de gens qui se sentent perdus, abandonnés, qui me remercient, etc. Et j'en ai sélectionné une que j'ai reçue hier matin, d'un jeune Français qui me dit « Merci de mettre dans l'instant un peu de temps long et de lester nos insouciances. » J'ai trouvé ça merveilleux. Bien écrit. Et à ce jeune Français qui ne me cache pas ses angoisses pour son avenir et celui du pays, je voudrais dire ceci, en forme de vœu pour tous les Français qui nous regardent. Bien sûr, il faut être conscient que le peuple historique français pourrait devenir minoritaire dans quelques décennies. Mais rien n'est dit, rien n'est fait, rien n'est définitif. Pourquoi? Parce que dans les temps de grands troubles, je pèse mes mots, quand la tectonique des plaques se met à bouger, or la tectonique des plaques en ce moment, elle bouge, vitesse grand V et au niveau mondial. Quand la tectonique des plaques se met à bouger, il suffit d'un doigt pour faire levier. C'est l'expérience. C'est l'histoire de l'humanité. Un doigt, pour quoi faire? Un doigt pour renverser la donne, pour changer complètement la situation, pour renouveler la sève du pied-mer français.
Et en fait, pour la relève des élites, parce qu'il n'y a que par la relève des élites qu'on arrivera à sauver la France, la relève des élites. Et pour ça, il y a un carré d'or. Qu'est-ce que vous voulez dire par carré d'or, Philippe de Villiers? Carré d'or, c'est à 4 coins. Premier coin du carré d'or, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut? Le carré d'or, c'est ce qu'il nous faut. Si on réussit à avoir le carré d'or, à dessiner le carré d'or, on est sauvé. Premier coin du carré d'or, il nous faut des créateurs. Qu'est-ce qu'un créateur? Un créateur, c'est quelqu'un qui fait le plein de ses fidélités avant de se mettre en rupture. Parce que s'il se met en rupture tout de suite, il va faire du psittacisme. Il va rien créer. Le plein de ses fidélités. Un créateur, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le monde tel qu'il est, qui veut le changer. Mais dans le sens suivant. Il divise sa journée en 2 temps. Le matin, c'est un imprécateur qui s'indigne, et l'après-midi, c'est un créateur. Avec son piolet, il accroche les éboulis. Il crée quelque chose pour empêcher les éboulis. Un créateur, il y a une phrase de Bernanos que j'aime beaucoup. Les créateurs sont des gens qui ne sont jamais vraiment sortis de l'enfance, mais qui n'ont fait que l'agrandir aux dimensions de leur destin. Et pourquoi je repense à cette phrase en vous répondant? Parce qu'en voyant Elon Musk, qui est un créateur hors pair, quand il sautille, quand il sursaute avec un esprit d'enfance, je pense à une formule que je vous livre. La différence entre un adulte et un enfant, c'est le prix de ses jouets. Vous savez qui a dit ça? Non. Si on a une idée. Ouais. Saint-Ignon? Oui, bien sûr. Ah. Bon, allez, ça veut dire que ma formule est bonne, parce que vous dites qu'est-ce que ça peut être Saint-Simon, ça peut être... Voilà. Mais c'est vrai. Et là, vous me faites perdre le fil, mais je vais le retrouver. Oui, le deuxième coin du carré. De ma faute. Le deuxième coin du carré, c'est des entrepreneurs. Il nous faut des entrepreneurs. Ça paraît banal, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit que c'est la sphère privée qui crée la richesse et non pas la sphère publique. C'est très original par les temps qui courent dans le milieu politique. Ensuite, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche la singularité et qui applique la devise le Graal du stratège, c'est l'avantage concurrentiel inimitable. Ensuite, il nous faut des consciences dressées. C'est le 3e coin du carré. Une conscience dressée, c'est un réfractaire. Ce n'est pas les mutins de panurge dont parlait Philippe Muret. Ce sont des dissidents. Je rappelle la formule de Solzhenitsyn quand il est venu chez moi aux Herbiers, en 1993. Il m'avait dit, vous savez Philippe, aujourd'hui les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. C'est ce qui est en train de se passer. Les dissidents. Il faut être un dissident. Et il y a une phrase de Richelieu que je livre aux jeunes et qui est la suivante. Ceux qui veulent un jour être dans le ministère de l'État doivent imiter les astres qui, nonobstant les aboiements des chiens, ne laissent pas de les éclairer. Et enfin, et surtout, le 4e coin du carré. Il faut des petits Français de dilection. Des Français de dilection. Un Français de dilection, c'est un Français qui fait 3 voyages dans sa vie avant de pouvoir changer la donne. Ça paraît tout bête, mais c'est important. C'est une pédagogie. Premier voyage, un voyage au bout de la France, pour aller goûter les affleurements de tendresse enfouis et voir comme elle est belle, et se mettre à l'aimer à la folie. Aller au bout du monde pour pouvoir comparer. Aller au bout du monde pour comprendre pourquoi on a parlé, pourquoi De Gaulle a parlé du pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Un voyage dans le temps, pas seulement dans l'espace, dans le temps. Un voyage vertical. Je vais chercher plus profond que moi pour aller chercher la continuité historique, le souci de la continuité historique, l'obsession de la continuité historique, et pour comprendre que nous ne faisons qu'emprunter cette
terre à nos devanciers et à nos héritiers. Tout est dit. Un voyage dans le temps. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, une fois qu'on a fait ces 2 voyages parallèles, il y a le voyage en soi-même. Le voyage en son fort intime. Le voyage dans ses souvenirs, pour pouvoir aligner les souvenirs et les ordonner à son destin. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez la définition de la poésie par Rainer Maria Rilke. Pour moi, c'est majeur. Il dit, pour faire le premier mot d'un vers, il faut des souvenirs. Il faut beaucoup de souvenirs. Mais il ne faut pas que cela. Il faut savoir les oublier, attendre qu'ils reviennent. Et quand ils sont hauts, sans, anonymes, soi-même, alors il se peut qu'un soir de grâce, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Philippe de Villiers, donc de retour. Face à Philippe de Villiers, on poursuit. On est ensemble, je le disais, jusqu'à 20h. Le Carré d'Or, les créateurs, les entrepreneurs, les consciences dressées et donc les Français de dilection. Parlons d'une actualité brûlante, Philippe de Villiers, à présent. On va parler de la France et de l'Algérie, avec Boualem Sansal, bien sûr, qui est toujours retenu depuis plus de 50 jours. Et dans le même temps, en France, plusieurs influenceurs algériens ont été interpellés après avoir proféré soit des menaces de mort ou appelé à la haine sur les réseaux sociaux. L'un d'entre eux a été expulsé vers son pays, l'Algérie, mais est revenu en France, car interdit de territoire chez lui, en Algérie. Bruno Retailleau estime que l'Algérie cherche à humilier la France. On écoute le ministre de l'Intérieur. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'Algérie détient actuellement un grand écrivain, Boualem Sansal, qui est non seulement algérien, mais qui est aussi français. Il a 80 ans et il est malade. Est-ce qu'un grand pays, est-ce qu'un grand peuple peut s'honorer de maintenir en détention, pour de mauvaises raisons, quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est âgé? Et désormais, c'est ce ressortissant algérien, un influenceur, qui propageait sur la toile, sur les réseaux sociaux, la haine. Les réseaux sociaux, ça n'est pas une zone de non-droit. Et comme ministre de l'Intérieur, je ne veux rien laisser passer. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, comment analysez-vous cette situation et cette humiliation, selon les mots de Bruno Retailleau, de la France? Et surtout, quel regard portez-vous sur les relations entre la France et l'Algérie aujourd'hui? D'abord, je plains le ministre de l'Intérieur parce qu'il est condamné à la parole verbale. Et lui, c'est pourquoi. Les gens qui ne regardent pas forcément, mais il sait que, par exemple, l'influenceur en question, il va être dans un centre de rétention pendant 90 jours. Ensuite, il est à l'hôtel. Ça vous rappelle rien? Philippines, le meurtrier de Philippines. Et on ne peut rien faire. Pourquoi on ne peut rien faire? Parce que c'est l'Europe. Parce que c'est la directive retour. Et qu'il faut changer la directive de retour. Il faudra 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. De la même manière qu'il sait, Bruno Retailleau, pour l'Espagne, qu'on ne peut pas renvoyer des migrants qui viennent chez nous. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une jurisprudence européenne, là encore, etc., etc. Par exemple, il y a un accord incroyable, laxiste, qui permet à l'Algérie d'avoir un statut particulier par rapport à tous les autres pays en matière d'immigration. C'est un accord du 27 décembre 1968. Qu'est-ce qu'on attend pour l'abroger? Seul le président de la République peut l'abroger. Il peut le faire, il ne le fait pas. Donc ça ne dépend pas du ministre de l'Intérieur. Donc on va voir de plus en plus souvent, je le prédis, un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice multiplier les paroles, les plans, par exemple la drogue, etc. Et en même temps, on aura un sentiment d'impuissance publique. Franchement, je les plains parce qu'il y a de la bonne volonté et il y a de la fermeté dans le verbe. C'est déjà quelque chose de nouveau. Alors, je réponds à votre question. On a l'impression qu'on passe de l'Algérie française qu'on a connue à la France algérienne qu'on va peut-être connaître.
C'est-à-dire une inversion totale. C'est une humiliation, vous avez prononcé le mot, je le répète, une humiliation sans nom. Aucun pays ne pourrait accepter ça. Et la France accepte ça. Emmanuel Macron accepte ça. On vit en fait une relation complètement déséquilibrée. Sur le plan démographique, la France délivre 200 000 visas à l'Algérie. Et en même temps, l'Algérie délivre 2000 laissez-passer consulaires. Vous voyez la disproportion. 40% des occupants des centres de rétention sont de nationalité algérienne. C'est donc l'application de l'accord de 1968. Et Xavier Driancourt, dans un entretien remarquable et remarquablement mené par Sonia Mabrouk il y a 2 jours, disait dans ce studio, il y a aujourd'hui 10% de la population française qui est algérienne, 6 millions d'Algériens en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est tenu. Ça veut dire qu'il y a un État dans l'État. C'est la définition même de l'État dans l'État régalien. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire attention. On est obligé de faire attention et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'est pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme. Parce que quand vous avez dans vos flancs une population qui vous surveille, qui vous regarde et qui vous menace, vous ne pouvez plus bouger. Et précisément, le déséquilibre démographique se double d'un déséquilibre moral. C'est-à-dire qu'en fait, l'Algérie nous nargue. Elle nous nargue depuis le fameux voyage d'Emmanuel Macron quand il était candidat en 2017 et qu'il était allé à Alger dire textuellement « La colonisation française en Algérie est un crime contre l'humanité ». Vous vous rendez compte ? Vis-à-vis des harkis, vis-à-vis des pieds noirs, vis-à-vis de tous ceux, des militaires aussi, qui se sont battus pour l'Algérie française, vis-à-vis même des prédécesseurs, parce que François Mitterrand disait l'Algérie c'est la France. Il y a eu tout un pan de notre histoire où l'Algérie et la France étaient en bonne intelligence et même en harmonie. On a fait beaucoup là-bas. Il ne faut pas l'oublier. Tous les colons, il ne faut pas les jeter à la rivière. Voilà. Et donc, la diplomatie des dépôts de gerbes, ça ne vous dit rien ? Je rappelle que M. Darmanin, vous savez ce qu'il a fait en 2020 ? Il est allé déposer une gerbe au Carré des Martyrs sur les assassins du FLN. Alors que son grand-père était harki. Alors que oui, mais depuis il s'appelle Moussa parce qu'il veut récupérer les voix apparemment. Il a changé de prénom quand il a quitté le gouvernement précédent. Il a dit je m'appelle Moussa. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu dragues qui là ? Bon, et là la dernière gerbe, c'est vous vous rendez compte ? Macron va au Maroc, très bien. Et il revient, et pour compenser, il envoie son ambassadeur, l'ambassadeur de France, déposer une gerbe sur la tombe de l'Arbi Midi, qui est un des fondateurs du FLN. Donc, les Algériens, ils nous sentent faibles, ils nous sentent avec notre faiblesse. Et le déséquilibre, il est pire que ça, il est politique. On donne, vous savez combien on a donné cette année, d'après Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France, il connaît les chiffres, 180 millions d'euros. On donne de l'argent à l'Algérie aujourd'hui. Et ici même, nous avions évoqué ensemble, Elliot Geoffroy, au moment des émeutes, vous vous en souvenez certainement, quelque chose qui nous avait choqués, et beaucoup de Français avec nous. Le président de l'Algérie, au moment des émeutes, avait enjoint au gouvernement français de prêter attention à la manière dont étaient traités, je cite, ses ressortissants. Je dis bien ses ressortissants, c'est-à-dire les Algériens qui sont en France et qui sont censés donc répondre à l'autorité harmonieuse et paternelle du président de l'Algérie. Et là, je me suis dit, ben voilà, non seulement la France est plus gouvernée, mais elle est plus souveraine. Il y a un bout de souveraineté qui dépend maintenant du président Tebboune. Voilà. Et donc, en réalité, aujourd'hui, il faudrait
des mesures de rétorsion. Il faudrait mettre fin à l'accord de 1968 dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et il faudrait, sur le plan politique, un vrai bras de fer pour dire aux Algériens ou bien vous libérez Boualem Sansal, c'est un signe que vous nous envoyez, ou bien on va prendre des mesures, j'en citerai deux, que les diplomates ne peuvent pas citer, mais moi je ne suis pas diplomate. Il y a des biens mal acquis en France par des personnalités algériennes. On fait une saisie. Et puis, il y a aussi des passeports qui sont distribués à toutes sortes de membres de la nomenclature algérienne pour pouvoir venir se faire soigner en France. Fini les hôpitaux français. Et vous allez voir que là, ça va. Si on fait ça, on va changer de ton. C'est peut-être ce qu'a voulu dire le ministre de l'Intérieur. J'espère que maintenant qu'il gouverne avec M. Macron et en harmonie avec M. Macron, il va pouvoir lui glisser ça à l'oreille. De Villiers, parlons de Jean-Marie Le Pen, décédé à l'âge de 96 ans. Nombreux sont ceux qui attendent votre regard sur l'homme et l'homme politique que vous avez connu. Avant de vous poser la première question, je voulais juste qu'on voit la réaction, les premiers mots de Marine Le Pen après le décès de son père. Un âge vénérable avait pris le guerrier, mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre. Beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mère, papa. Philippe de Villiers, qui était Jean-Marie Le Pen ? D'abord, je trouve ce mot est très émouvant. Laconique, émouvant. Qui était Jean-Marie Le Pen ? Pour vous répondre, je vais aller chercher avec vous un instant le communiqué de l'Élysée. Puisque ce communiqué lapidaire pose une question simple que chacun doit se poser. Quel jugement portera l'histoire sur Jean-Marie Le Pen ? Et on peut répondre de la manière suivante, me semble-t-il. L'histoire secondaire, celle des journalistes, qui sont dans l'instant, le caprice qui regarde la truculence, le trublion, l'imparfait du subjonctif, le détail, etc. L'histoire secondaire insistera sur les provocations, sur les excès, sur les outrances qui ont parasité incontestablement son parcours combattant et qui l'ont peut-être plombé. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'histoire principale, pas l'histoire secondaire. L'histoire principale qui grave une vie publique dans le marbre, elle retiendra ses alertes et ses anticipations. C'est-à-dire, qu'est-ce que la parole de Jean-Marie Le Pen a apporté, a changé ? En réalité, pour en avoir été le témoin, je peux dire que Jean-Marie Le Pen a effectué une percée conceptuelle, comme disent les spécialistes. Une percée conceptuelle. Et c'est quoi la percée conceptuelle ? Je dis ça aux plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque, les années 80. Cette percée conceptuelle, c'est la submersion migratoire à venir. Il a dit ça dans les années 80. Alors aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et je vais vous le démontrer par le contexte sur lequel je reviens à l'instant. La gauche suivait Mitterrand. C'était SOS Racisme, voulu par Mitterrand. C'était la petite main jaune, voulue par Mitterrand, avec ses amis, ses correspondants, que vous connaissez. Le « touche pas à mon pote », ça voulait dire l'étranger est chez lui en France. D'ailleurs, il a prononcé la phrase. Le multiculturalisme était, je le cite, rédempteur. C'était l'époque où
la population étrangère qui arrivait en France était considérée par François Mitterrand, il me l'a dit un jour à Florence, comme un lumpen prolétariat substitution, vu qu'il avait livré le monde ouvrier à la mondialisation sauvage avec son ami Jacques Delors, le démocrate chrétien, européiste. Et donc il fallait un électorat de substitution. C'était bien avant Terra Nova. Et c'était l'époque où, je me souviens de la une de Globe que j'ai retrouvée hier, dans mes affaires. La une de Globe, signée par Benamou et Bernard-Henri Lévy. Bien sûr, nous sommes cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bignou, franchouillard, nous est insupportable et odieux. Voilà quelle était l'ambiance dans les années 80 à gauche. La droite, elle suivait Giscard et Chirac. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Giscard et Chirac? Dès 1974, l'avortement, avec la loi Veil, qui a 50 ans aujourd'hui, et le regroupement familial, sous la pression des patrons, qui voulaient une manœuvre pas chère, donc une immigration non plus de travail, mais de peuplement. Je résume. Dans les années 80, moi, observateur, je me disais, mais au fond, la gauche et la droite sont en train de se rejoindre. La droite et la gauche deviennent migrationnistes. Pour des raisons différentes, mais on arrive au même résultat. Et en fait, j'ai souvent pensé à la phrase de Schopenhauer, qui dit ceci. Une vérité franchit toujours 3 étapes. La première étape, elle est ridiculisée. Ensuite, elle suscite une forte opposition. Et enfin, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Moi, j'ai connu l'époque où la droite française, cessant d'être assimilationniste et conservatrice, préférait, pour durer, pour survivre, sous le contrôle de la gauche, autoritaire, prégnante, préférait avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Je vais vous dire la chose suivante. Le chassé-croisé, si tant est qu'il ait eu lieu sous les murs de Maastricht. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant Maastricht, 1992, vous aviez à droite 2 partis. Vous aviez l'UDF et le RPR. L'UDF était, le parti de Bayrou, était un parti européiste et supranational. Ce parti voulait abandonner la souveraineté nationale. Ce qui entrait en violente contradiction avec le RPR, qui à l'époque reprenait la phrase de De Gaulle, si vous voulez unir des peuples, ne les intégrez pas comme des marrons dans une purée de marrons. Si on ne veut pas du magma national. Le RPR était encore gaulliste. À Villepinte, le RPR dit immigration zéro, et Juppé monte à la tribune et dit l'islam est incompatible avec la République. Vous voyez comme ces gens-là ont des convictions fortes et durables. Arrive Maastricht. À Maastricht, il se passe une chose extraordinaire, dont je suis l'observateur. L'UDF et le RPR fusionnent dans le oui à Maastricht. Et ce qui fait dire à Philippe Séguin, la droite et la gauche, puisque la droite officielle et la gauche officielle, on dit aujourd'hui la droite du gouvernement, la gauche du gouvernement, fusionnent dans le oui. Chirac et Mitterrand votent oui à Maastricht, c'est-à-dire le transfert de la souveraineté nationale à l'Europe, à Bruxelles. Et Séguin dit, je l'ai cité souvent, mais je la recite, cette formule merveilleuse, qui a été, dont je soupçonne qu'elle ait été inventée par Marie-France Garot. La droite et la gauche sont 2 détaillants qui se fournissent chez le même grossiste qui tient boutique à Bruxelles.
partir de ce moment-là, à partir de 1992, qu'est-ce qui se passe? La droite nationale n'est plus nationale. Elle est européenne. Et d'ailleurs, il y a un jeu qui est tout à fait subtil à observer. L'UDF, qui n'a pas de militants, accueille les militants du RPR qui a des militants. On dit à l'époque, le RPR, c'était Malraux qui avait eu la formule, c'est le métro à 6 h du soir. Donc le RPR a des militants, l'UDF n'en a pas. Et en contrepartie de cet échange, l'UDF apporte l'âme et le RPR le corps. Donc le RPR apporte ses militants, le corps, et l'UDF apporte l'âme, l'européisme. Et donc le RPR et l'UDF vont finir par fusionner, c'est normal, puisqu'il n'y a plus de différence. C'est un parti de militants et de notables européistes. Et c'est là que tout change. C'est là que s'ouvre un formidable espace. Mais ça va plus loin. C'est que la droite n'est plus nationale à partir de 1992, elle n'est plus souverainiste, c'est qu'elle ne croit plus qu'à l'Europe pour résoudre ses problèmes. Et elle va désormais communier avec la gauche sous les deux espèces du progressisme et du mondialisme. Et enfin, il ne manquait plus que ça, elle va obéir à l'injonction de celui qui a porté la francisque, qui a été le collaborateur de Vichy, François Mitterrand, et qui, au nom de la morale publique antifasciste, donc établit le cordon sanitaire. Je sais parce qu'il m'en a parlé à Florence quand on a eu cette longue conversation sur le Ponte Vecchio. Il me dit « le cordon sanitaire, monsieur de Villiers ». Ça veut dire... Et il blaguait parce qu'il disait « vous êtes un marginal, vous ne respectez pas le cordon sanitaire, mais eux, ils respectent le cordon sanitaire. Et tant qu'ils respecteront le cordon sanitaire, monsieur de Villiers, ils ne seront jamais au pouvoir. » En d'autres termes, François Mitterrand, qui est un génie politique de la 4ème République, il a dit à la droite « vous ne franchissez pas le cordon sanitaire, hein, vous respectez la morale. » Et donc, il a permis ainsi au Rassemblement national de grandir, puisqu'il n'y avait plus qu'un parti souverainiste et conservateur, représenté par Jean-Marie Le Pen. Voilà l'histoire. Dans leur communiqué, Philippe de Villiers, certains leaders de gauche dérogent à toutes les règles quant au respect de la mort d'un homme politique. Et puis il y a eu ces scènes de liesse que le ministre de l'Intérieur a dénoncées. Je vous propose de revoir ces scènes. On était quelques heures après l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen, place de la République à Paris. Philippe de Villiers, que vous inspirent ces images? D'abord, j'ai une pensée pour les paysans. Ah oui, parce qu'eux, ils n'ont pas pu rentrer à Paris, ils n'ont pas pu manifester. Donc on laisse manifester ces gens. Voilà, ils ont la liberté de manifester. Les paysans, ils ont les chars, eux. Les chars d'assaut, là. Ils sont rentrés chez eux. Donc il y a 2 poids, 2 mesures et ça me choque. Je pense à eux, à la coordination rurale en particulier. Et sur le fond, ces images, elles sont glaçantes. C'est l'exultation haineuse. C'est la figure hideuse de la barbarie. Et un serment de guerre civile. Tous les grands historiens de toutes les civilisations, quand ils qualifient une civilisation, prennent toujours l'illustration de la mort d'un homme. Un homme qui meurt, on l'enterre, on lui fait une tombe. La crémation est une immense agression, puisque du mort, il ne restera plus rien. Donc on ne respecte plus le mort. Le mort, on l'enterre et on fleurit ses tombes. Moi, mon père m'a toujours dit, la civilisation, c'est tant qu'il y aura à la Toussaint des fleurs sur les tombes. Et
Et là, il n'y a pas les égards dus aux morts. Et en voyant ces images, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai un jour entendu dans la bouche de François Mauriac. Il rapportait une anecdote de Simone de Beauvoir qui racontait comment un jour Jean-Paul Sartre est allé uriner sur la tombe de Chateaubriand au Grand B à Saint-Malo. Et François Mauriac disait « Pour moi, c'est une date dans l'histoire littéraire qui me rappelle le canon de Valmy chez Goethe. C'est de la même importance, c'est-à-dire que désormais, on peut aller... La miction sartrienne, dit-il, c'est l'expression, la miction sartrienne nous fait changer d'époque, on peut aller uriner sur la tombe des gens illustres. Et le ministre de l'Intérieur a eu raison de réagir. Le ministre de l'Intérieur, il est vendéen comme moi, et ensemble, on a passé 30 ans à faire en sorte que ceux qui n'avaient pas eu de sépulture, les Vendéens martyrs, soient ensépulturés, comme on disait à l'époque. C'était la règle d'une vie, en fait. On était blancs, on était Vendéens. En face de nous, il y avait des terroristes. Et il y a 200 000 personnes qui ont été livrées aux ardeurs du soleil et des corneilles. Et donc une grande partie de notre vie, Bruno et moi, a consisté à faire une sépulture pour les morts. Oui. Donc ça nous touche et c'est normal qu'il ait réagi comme ça, parce qu'il faut quand même se souvenir que pendant la Révolution française, il y a eu les profanateurs des tombes, et il y a aussi les tricoteuses, les harengères, les poissardes de la halle, qui avaient les mains poissées de sang, et qui riaient et qui dansaient devant l'échafaud. Voilà d'où on vient quand même. Et voilà d'où viennent ces gens. Sauf qu'il y a le champagne en plus à la main. Et en fait, ces gens, il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes qui, au moment des attentats, descendaient dans la rue. C'était la riposte des bougies, on a dit. Et ils disaient, vous n'aurez pas ma haine. Ils disaient ça aux terroristes. Vous n'aurez pas ma haine. Sous-entendu, on la réserve pour Le Pen. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont choisi un combat qui est un mauvais combat. Pour les terroristes, vous n'aurez pas ma haine, l'accueil de l'autre. Et pour quelqu'un qui a défendu sa patrie, qui a des défauts comme tout le monde, mais qui a eu quand même l'intuition que le pays était en perdition, on sable le champagne. En fait, c'est un champagne amer pour eux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu leur raison d'être, puisque c'était leur identité. L'anti-lepénisme était leur identité. Maintenant, il n'y a plus rien. Il va falloir inventer un nouveau diable. Ça va être plus compliqué. En fait, pour résumer, Jean-Marie Le Pen a empli la scène politique pendant 40 ans. Il a attiré à lui une classe politique d'histrions qui sont venus vers lui parce qu'il représentait des alertes et des anticipations auxquelles il se frottait de manière contradictoire. En réalité, des histrions, il ne reste rien, mais le visionnaire demeure. Philippe de Villiers, le moment est venu de votre apologue. Le 6 janvier 1412 naissait un bébé prometteur. C'est votre apologue et vous souhaitez prendre ce bébé au premier Babil, dans son berceau, et le faire grandir avec nous quelques instants. Elliot Geoffroy, le bébé, je me penche sur son berceau et je découvre que c'est une petite fille. Cet enfant est né en la fête des Épiphanies, le 6 janvier 1412. Très tôt, sa mère, Isabelle Romé, lui apprend à tirer l'aiguille, comme on dit, et à chanter l'Ave Maria. À l'âge de 7-8 ans, elle est réputée comme la fileuse la plus habile de Don Rémy.
Pour sa communion, son père et sa mère lui offrent un anneau en laiton plaqué or. Sur le chaton de l'anneau est inscrit Jésus-Maria. Elle ne le quittera pas. Elle grandit comme une fille de l'eau, une fille des champs, entre la Meuse et le soleil, dans la vallée des couleurs de vos couleurs. Elle court dans les prés sans trop s'éloigner. Pourquoi ? Parce que les temps sont troublés. Le désordre est partout, l'insécurité. Le pays est livré à la rôberie, à la dérobrie, aux bandes de pillards et d'écorcheurs. C'est si vrai que le père, un soir, rassemble la famille devant l'âtre. Elle file sa quenouille dans un coin et elle écoute. Le père a la voix grave. « Mes chers enfants, j'arrive de vos couleurs. J'ai rencontré longuement le capitaine de Baudricourt. Il m'a fait part de ses accablements. C'est peut-être la fin. Sans doute la fin. La fin de quoi ? Se lève, explose Jacquemin, le frère aîné de la petite bergère. La fin de quoi ? Chacun a compris. Le père répond la fin de cette pauvre France humiliée, déjetée. Il n'y a plus que le rocher Saint-Michel-au-Mont qui résiste aux Anglais. Ils sont partout. Mes enfants, nous devons tous ensemble nous préparer au pire. Et le pire, c'est que nous allons devenir une province étrangère. Une province étrangère. Alors Jacquemin, le frère aîné, reprend. Père, que fait le roi ? Mon fils, il n'y a plus de roi. Ou plutôt, il y en a 3. Il y a le roi des Anglais, il y a le roi des Bourguignons, et il y a le roi de Bourges, le dauphin. Et la reine Isabeau, que fait-elle ? Que dit-elle ? La reine Isabeau, elle a déshérité son fils, le dauphin. Elle a signé le sinistre traité de Troyes. C'est un traité qui transfère la souveraineté. Mes enfants, un pays qui n'est plus souverain perd toute forme de protection. Sachez-le. Et les gens d'importance, que disent-ils, que font-ils ? Ah, les gens d'importance, ils commercent avec l'occupant. On les appelle partout, écoutez, des Français reniés. Des Français reniés. Il n'y a plus, mes enfants, de conscience nationale. Peut-être un jour, mais ça sera sans doute trop tard, quelqu'un se dressera et qui osera relever le monde du péché de veulerie. Alors la petite fille, qu'on appelle Jeannette, lâche sa quenouille. Elle rejoint sa chambre pour une nuit d'insomnie. Le lendemain, elle est éblouie près de l'église par une lumière étincelante et elle entend une voix qui murmure « Va, va, fille de feu, va, fille de France, va, fille au grand cœur. » Alors, elle se retourne, elle part à l'écurie, elle embrasse son anneau, elle selle son cheval, et elle part pour sa mission. C'est la chevauchée. Elle traverse la France.
Elle s'appelle Jeanne. Et pour l'histoire, elle sera Jeanne d'Arc. Merci Philippe de Villiers. C'était un retour en fanfare, une première de l'année. En fanfare, on se retrouve évidemment vendredi prochain. Le traité de Troyes, j'ai eu peur à un moment quand vous avez parlé du... J'ai cru que vous pensiez... Bah oui, J'ai commis un lapsus. Oui, je me suis dit, mais de quel traité? Ouais, je me suis demandé en commettant le lapsus si ce lapsus était volontaire. Merci Geoffroy Lejeune, c'était un plaisir d'être avec vous deux.